mon message aux entrepreneurs et surtout même à la profession, donc aux experts comptables, c'est surtout de s'y mettre. Il y a encore beaucoup de confrères, au-delà du choix du PDP, etc., qui n'ont pas encore réfléchi à l'organisation à mener pour cette facturation électronique. C'est un enjeu important. Il y a plusieurs enjeux en cours chez la profession. Il y a l'IA qui est en train de bouleverser la profession, il y a la facture électronique qui arrive, il y a plein d'autres choses, le recrutement dans nos métiers est en plein chantier également, mais en lien avec ces deux éléments-là. Mais en tout cas, sur la partie expertise, ce que je recommande, et ça fera le mot de la fin sur le volet expertise, c'est évidemment de prendre de l'avance. Là, on est en septembre 25, donc on est à 1 an de la mise en place quasi totale de la facturation électronique. Il faut que les confrères en parlent avec leurs clients et qu'ils réfléchissent à la mise en place de l'organisation cible et qu'ils la testent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre septembre 26 pour commencer les tests, il faut tester dès maintenant. La plupart des éditeurs sont prêts aujourd'hui à émettre et recevoir des factures X. Donc il faut tester tout ça, commencer à réfléchir au reporting qui est dédié et voilà. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Exco by Libéral Conseil. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des experts comptables et surtout m'intéresser à leur business. Dans ces épisodes de podcast, vous découvrirez des experts comptables patrons de leur cabinet qui vont parler de leur parcours, de leurs chiffres, de leur développement, de leur marge, de leur chiffre d'affaires, de leur stratégie, tout en totale transparence. Libéral Conseil, c'est un cabinet de conseil en stratégie à destination exclusive des professions libérales réglementées. Notre objectif, il est assez simple, c'est de permettre aux professions libérales d'atteindre leurs objectifs en utilisant les méthodes de l'entreprise qu'on applique à la spécificité de chacune des professions. Et concrètement, on réalise pour eux des missions de conseil stratégique et des missions de conseil opérationnel au sein de leur activité pour traiter des sujets comme le développement commercial, les parcours des collaborateurs en interne, la mise en place d'outils tels que des CRM, des ERP. On va travailler beaucoup sur la finance de ces entreprises pour augmenter les marges, augmenter le chiffre d'affaires, augmenter les paniers moyens par client. On va mettre en place des process. Bref, on intervient vraiment aux profondeurs au sein de l'activité pour faire en sorte que nos clients réussissent mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager sur LinkedIn, à vos confrères, à vos consoeurs, à vos amis, à lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et surtout à écouter le prochain. Bonne écoute. Salut Ali. Bonjour Louis. Très content de te voir. Alors, c'est assez spécial de me voir ici. Valentin, pour ceux qui ne le connaissent pas, n'est pas le roi de l'organisation. Et il aurait dû te recevoir aujourd'hui. Malheureusement, il n'a pas pu parce qu'il est à Marseille actuellement. Donc voilà, petite erreur d'agenda. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis Gaillot, je suis le fondateur d'Orama et l'un des associés de Libéral Conseil. Et donc, aujourd'hui, c'est moi qui vais présenter le podcast Exco. Avec aujourd'hui, on a la chance d'avoir Ali avec nous, qui est expert comptable et pas commissaire aux comptes seulement. Et commissaire aux comptes, les deux. Et commissaire aux comptes, excuse-moi. Et l'idée aujourd'hui, c'est de découvrir un peu qui tu es. Tu as un profil un peu tech parce que tu as aussi, en plus de ton cabinet, tu es en train de produire un outil. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Moi, ce que j'ai envie de parler, et surtout quand j'ai des profils un petit peu plus techos avec moi, c'est un petit peu de parler de ta vision du métier, de parler de comment tu es devenu qui tu es aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir inspirer soit des personnes qui sont plus ou moins à ton stade, un peu en dessous, ou des futurs experts comptables en devenir pour leur donner un petit peu d'inspiration, etc. Et j'aimerais bien voir un petit peu ce que tu entrevois dans ce qui est en train de se passer dans le monde des experts comptables, notamment autour de la facture électronique. Est-ce que tu trouves que c'est bien réalisé, en cours? Quel est ton ressenti? Parce que là, on est en plein dedans. C'est un petit peu la guerre à qui va être validé par sa boîte en tant que, tu m'as dit PDP, je ne l'ai pas exactement le terme. Et aussi autour de l'IA, autour de comment tu vas processer tout ça, comment tu entrevois les choses, quel est le futur pour toi du métier d'expert comptable, et puis surtout d'apprendre à te connaître. Donc pour commencer, on va rester très simple. Je t'invite à te présenter, à nous présenter un petit peu ton parcours, etc. Et puis j'enchaîne sur toutes mes questions. Eh bien, merci beaucoup, avec plaisir. Ravi, c'est peut-être un mal pour un bien, hein. Merci d'avoir accepté. C'est un bien pour un bien, tu vas voir. Bah, c'est super. Je vais me présenter, effectivement, je vais remonter assez loin parce que tu verras, ça aura peut-être des implications sur mon parcours. Donc moi, je suis arrivé en France à l'âge de 13 ans. Je remonte loin parce que ça a des liens avec la manière dont je structure le cabinet aujourd'hui et ma vision de la profession. Donc j'arrive en France, j'ai eu la chance de faire le lycée Henri IV à Paris, ensuite j'ai enchaîné avec une prépa, une grande école de commerce. Et, tu étais où avant d'être en France? J'étais au Maroc. Et donc après l'école de commerce, j'avais la réflexion de commencer dans ma carrière dans plusieurs secteurs, mais comme j'aimais depuis un beau moment l'entrepreneuriat,
pour accompagner plein d'entrepreneurs. Je trouvais que la bonne voie, c'était de passer l'expertise comptable. Donc, j'ai voulu faire ça. Et j'ai commencé donc chez Deloitte, à Neuilly. C'était fin 2014. Là, sans trop rentrer dans le détail, c'était une équipe qui se crée à l'époque en mode start-up chez eux, qui s'appelle une équipe de conseil en opérations financières, qui globalement accompagne les entreprises qui veulent avoir des opérations type introduction en bourse, carve-out, spin-off, enfin bref, des conversions un peu complexes. Et en parallèle, donc, quand il n'y avait pas d'accompagnement, on s'occupait des audits dans des contextes particuliers d'opérations. Ensuite, donc, pour la fin du diplôme, il faut faire un mémoire, une espèce de thèse de fin d'études pour accéder à la profession d'expert comptable et commissaire aux comptes. Et moi, donc, comme tu le disais, passionné de tech, j'ai fait un mémoire qui, en résumé, parle de la transformation de l'audit, donc du commissariat aux comptes, par l'IA. Okay. Déjà à l'époque, donc c'était en 2019. L'IA, c'était un peu, pas les balbutiements parce que ça remonte à loin, mais en tout cas, pas encore. Pas aussi sexy que. Voilà, pas l'image qu'on en a aujourd'hui avec les LLM, les agents, etc. Mais déjà avec des conclusions qui sont proches de ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, donc c'est intéressant. Et pour mettre en pratique ce mémoire-là, il y avait à l'époque un poste qui s'ouvrait chez PwC, okay. Qui était à un tiers sur la transfo du métier, donc en gros du conseil interne, un tiers sur la qualité du métier. C'est très important la qualité dans nos métiers, que ce soit l'expertise ou l'audit d'ailleurs, et donc là c'était la revue qualité de l'audit, où en gros dans notre équipe on revoyait les travaux d'autres associés. Okay. Et un tiers sur un client audit. Bon, à l'époque, c'était la conso de L'Oréal. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rejoint PwC. Je suis resté quelques temps. Et après, bon, le Covid est arrivé. Okay. Et pendant le Covid, je pense qu'on était beaucoup de gens à se poser plein de questions. Et en l'occurrence, nous, on a fait un choix qui paraissait étrange à l'époque de se dire, bon, bah, c'est le bon moment de se lancer. Quand tu dis nous, c'est qui ? Avec deux confrères, je vais y revenir. Parce que ça paraissait un choix particulier, mais en fait, on se disait que c'était au contraire le meilleur moment de mettre en place notre stratégie, nos process, avant qu'on puisse avoir le droit de circuler, en gros, pour aller développer tout ça. Donc, ça nous ramène à mars 2021. Okay. On crée le cabinet avec deux confrères, des profils complémentaires du mien. Moi, je suis du coup plutôt grand compte audit, un autre plutôt expertise comptable et l'autre plutôt juridique et sociale. Okay. Donc ça fait un peu la palette fait une belle principale. Complémentarité des profils. Exactement, la palette centrale du métier si on veut. Et l'objectif, donc en mars 21, c'était d'avoir une vision claire. Nous, c'était, alors, on veut accompagner des entrepreneurs moyens, petits, grands s'il le faut, mais en tout cas vers leur croissance, avec une qualité similaire à ce qu'on avait appris dans les Big Four, parce qu'on est issus, entre nous quatre, on a fait tous les grands cabinets, Deloitte, PwC, KPMG, okay. Mazars. Petite etc. Question avant de rentrer dans justement la suite. Est-ce que pour ceux qui se poseraient la question et qui hésiteraient en fait à rejoindre ce type de structure, qui recrute beaucoup, est-ce que toi tu conseilles, est-ce que c'est une bonne école ? Les Bigs sont-elles des bonnes écoles ? Je pense que c'est la meilleure école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, s'il y a un conseil à donner à des gens qui hésitent pour leur début de carrière, il n'y a pas à hésiter, c'est une très bonne formation. On le sait, on le connaît, on sait que ça forme très bien, quel que soit le métier d'ailleurs, pas que sur l'audit. Mais on s'en rend compte petit à petit quand on recrute des gens qui viennent de ces cabinets-là ou d'autres. On voit qu'il y a des réflexes qui sont différents, il y a des choses qu'on apprend différemment. Et c'est, même si ce n'est que pour 2 ans, mais en tout cas, on prend des réflexes importants pour la suite de son carrière. Donc, très concrètement, sans hésitation, je recommande. Après, c'est aussi des choix de carrière pour chacun des profils, mais c'est de très bonnes écoles. Donc, l'idée du cabinet, c'est voilà, de proposer, bon, on commençait à zéro, hein, on partait sans clients, à zéro, et l'idée, c'est de recréer finalement ce que fait un Big Four, mais à toute petite échelle. Et ça, en fait, en réfléchissant à l'époque, en parlant à plusieurs prospects, on se rendait compte que ça n'existait pas. Une qualité de service similaire à ce que faisaient des grands cabinets par un cabinet d'entrepreneurs à taille humaine, ça n'existe pas. À cette même époque, Covid a été un accélérateur, hein, toujours un mal pour un bien. C'était
presque les balbutiements de la digitalisation. D'ailleurs, je vais beaucoup revenir sur Penny Lane, mais Penny Lane se créait en 2020. Et donc, on commençait à réfléchir à comment accélérer la compta, comment digitaliser, mieux digitaliser en tout cas que ce qu'il y avait, etc. Et nous, on avait fait le choix, en se créant, de se dire, en fait, la tendance quand même, c'est d'être full digitalisé. Il se trouve qu'un de mes associés, en plus, a fait son mémoire sur l'organisation du cabinet Figital. Ok. Figital, ça veut dire qu'on est organisé, structuré, un peu comme les cabinets, entre guillemets, à l'ancienne, où il y a de la proximité, du contact physique, etc., mais en zéro papier. Donc tout est digitalisé. Et le zéro papier est important pour nous, on va même le retrouver dans la dénomination du cabinet. Ouais. Et d'ailleurs, depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours refusé des clients qui voulaient rester sur le Il y a des plan clients digital. qui veulent toujours rester sur du papier. De moins en moins, mais ça existe. Ouais, ça existe encore. Ça n'existera plus dans un an. C'est mon angoisse, moi. Ouais. Dans un an, ça ne pourra plus se faire, mais ça existe encore. Ok. Mais en tout cas, nous, dès mars 21, c'était clair. On ne peut pas, pour nos process, faire autrement, même si on adore accepter tous les clients qui sont sérieux, etc. Et c'est aussi notre état d'esprit d'accompagner tout le monde. Mais il faut quand même qu'ils soient dans notre manière de nous organiser. Okay. D'où le nom Tree. Alors voilà, Tree Partners Advisory, qu'on résume pour aller vite à un TPA. Pourquoi ? C'est un jeu de mots parce qu'on est 3 associés. Ouais, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est aussi même si c'est arbre, vous avez fait le jeu de. Exactement. Et le côté arbre, il veut dire beaucoup de choses. L'écosystème que vous avez construit, enfin la complémentarité de vos profils. Des profils, des métiers aussi, parce que dans nos métiers, on a l'expertise comptable, l'audit et le conseil. Donc c'est un peu les branches de la profession. Il y a le côté où on accompagne les clients du début, donc de l'idée de la graine, jusqu'à leur croissance, où ça germe, etc., sous le format de l'arbre, et le côté écologique, sans y revenir, qui est évident. Plus, l'idée de l'arbre, elle importe beaucoup. Donc, de faire pousser, de faire grandir. Exactement. C'est une belle... beaucoup de nos clients qui ont tendance à pousser un peu cette dynamique-là, de dire soit l'aventure, soit les arbres. C'est une très bonne... Par contre, ça a dû être compliqué d'être bien référencé sur Google avec Tree Advisory. Effectivement, c'est un vrai sujet pour nous. D'ailleurs, ça fait peut-être la transition vers l'un des sujets qu'on va discuter. Mais en fait, depuis le départ, on n'a jamais réellement eu mais volontairement, une vraie stratégie d'acquisition de clientèle. Parce qu'on estimait qu'il ne faut pas, dans notre métier en tout cas, aller plus vite que la musique, dans le sens où un cabinet, à se mettre en place, ça prend du temps. Il faut avoir un certain niveau de qualité, qui est pour moi la base de la base. Une qualité extrême, une reconnaissance, et on sait que c'est ça aussi qui va nous amener du chiffre d'affaires, parce que des clients satisfaits sont nos meilleurs ambassadeurs et nos meilleurs vendeurs. Et donc, pour ne pas avoir un flux de clients trop important à gérer, on s'est toujours dit il faut qu'on attende 5 ans après la création du cabinet, que ce soit bien structuré dans des locaux convenables, avec des équipes parfaitement organisées et en adéquation avec nos process, qu'on sache gérer et répondre à toutes les problématiques des clients, et là on pourra accélérer. Bon, il se trouve que au bout de 4 ans, on a réussi à atteindre cette organisation qu'on souhaitait. Et donc là, il y a quelques semaines, on a lancé un accompagnement pour refondre le site internet et puis lancer... Tu me disais en off. Exactement. On n'a pas été sur le coup. Dommage. Mais peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, pour lancer la dynamique d'acquisition. Exactement. Au-delà même de l'acquisition à travers le SIA, le SEO et d'autres éléments, il y a aussi un côté d'assurance, parce que nos clients nous connaissent, les prospects ne nous connaissent pas spécialement, et donc le fait de pouvoir avoir ce qu'on commence à avoir une image de marque. De conversion plus que d'aller chercher à... Exactement, de pouvoir capter toutes les personnes qui venaient chez nous avant, mais qui se disaient, vous n'avez que 4 ans. Vous n'aviez pas du tout de... On ne vous retrouvait pas sur le web On nous retrouvait, mais on avait une image de cabinet start-up, qui était vrai au début. Aujourd'hui, on se transforme vers un cabinet parmi les meilleurs de la place. Et pourquoi j'ose le dire en toute humilité, parce que si on revient sur les 4 premières années du cabinet, on a commencé à zéro. Là, aujourd'hui, on a plus de 15 collaborateurs et plus de 300 dossiers accompagnés, que ce soit essentiellement l'expertise, mais aussi en audit. Et c'est des gens qui nous font confiance parce que on nous recommande avec extrêmement de vigueur, de toutes parts. Et donc, c'est assez fort parce qu'on n'a pas eu finalement d'effort particulier à faire pour cela. Et donc, maintenant qu'on est prêt à le faire, l'idée, c'est vraiment d'accélérer.
Avant de rentrer justement dans tout ce volet un peu de développement, parce que là on saute des belles étapes, vous lancez en 2021, vous avez des clients, comment vous faites pour vous... Ce qui fait peur à beaucoup de gens et de lancer son cabinet, c'est de se dire, bon bah là c'est facile, j'ai des clients qui tombent par le cabinet, ils ne savent pas forcément d'où ils viennent. Comment vous avez réussi à capter un départ de clientèle? Vous avez envoyé un mail sympa à tous vos clients, vos ex-clients, enfin comment vous avez fait? Alors pas du tout, parce que nos ex-clients en Big Four sont des grands groupes, je parlais de L'Oréal, etc., donc que nous n'aurons jamais, sauf si nous revenons dans ce type de cabinet-là. Et puis notre ambition n'est de toute façon pas d'accompagner Ce type de client. ce type de clientèle. On veut vraiment accompagner des dirigeants qui veulent aller vers la croissance. Là, on est en train de mettre en place notre matrice d'offres, et donc on a réfléchi à notre cycle de clients, c'est-à-dire des gens qui font entre 500 000 et 5 millions d'euros de chiffre d'affaires par exemple, et qui veulent aller monter vers beaucoup plus grand, avec une taille de nombre de salariés. Bref, on a identifié notre client rêvé. Ok. Et Pas de secteur particulier, pas de secteur. Alors pour l'instant, c'était un choix fort dès le départ de ne pas vouloir se spécialiser. C'est toujours pas l'objectif aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, si c'est une tendance forte qui se dégage chez nous, on pourra avoir des équipes spécialisées. Mais pour l'instant, on reste généraliste. Et donc, non, zéro client au départ. Les premiers arrivent souvent par bouche à oreille ou des amis qui veulent entreprendre, etc. Mais dès les premières satisfactions, dès les premiers avis clients sur Google ou autres, parce qu'on est très bien noté pour le coup, ouais, ça aide beaucoup. 5 étoiles, oui. On a commencé à avoir des sollicitations diverses et variées. Alors, il se trouve... de proximité, du coup. Proximité, mais de plus en plus à travers les premiers clients. Okay. Et parfois même à travers des éditeurs ou des choses comme ça. Si je prends l'exemple de Penny Lane, donc au départ, nous, on était sur d'autres outils en lançant le cabinet digitaux, mais moins performants. Et assez rapidement, donc on a fait le lien avec les équipes de Penny Lane pour challenger leur manière de fonctionner, etc. Et une fois convaincus, nous avons été parmi les tout premiers cabinets à faire la transition entière de notre portefeuille sur Penny Lane. Et ça, c'était un choix fort. Alors, c'était un risque à prendre parce que l'outil était récent, mais qu'on ne regrette pas du tout aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, nos équipes adorent. On arrive à être très efficace sur notre manière de faire. Nos clients aussi adorent parce qu'ils n'ont pas eu l'impression de faire le travail doublement. On arrive à collaborer de manière efficace. Comme on était depuis le départ, nos collaborateurs le maîtrisent aujourd'hui et on peut vraiment dire qu'on est probablement parmi les 10 cabinets de France qui maîtrisent le mieux. À tel point qu'à un moment, Penny Lane affichait une liste d'utilisateurs par région qui étaient les plus actifs ou les plus à même de maîtriser l'outil, et notre cabinet arrivait dans le top 3. Donc, vous étiez devenu une forme de... Nous, on utilise Webflow pour les sites internet, ça arrive qu'ils présentent des agences. Vous étiez devenu un peu le cabinet, l'un des cabinets de référence en disant, vous pouvez aller là, il vous serait bien servi, quoi. En fait, en 2022 et 2024, c'était bien simple. Dès qu'un entrepreneur cherchait le top 3 des cabinets qui maîtrisent Penny Lane, il y avait de TPA. Donc c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on a plusieurs clients qui aujourd'hui nous font confiance et qui nous ont rejoints pour notre maîtrise de Penny Lane. Mais je pense qu'un entrepreneur qui passe par Penny Lane et qui est habitué à ce process qui est hyper quali veut plus d'un cabinet d'expertise comptable qu'à pas Penny Lane, par exemple. Absolument, c'est incompatible parce que du coup, faire la gestion sur un outil et la production sur un autre, quel que soit l'outil d'ailleurs, c'est une inefficacité totale et ça n'a un non-sens. Et c'est un peu la même histoire avec la facture électronique, parce que les plateformes agréées là, qui s'appelaient des PDP, si elles sont mal choisies, en incohérence entre l'outil de facturation et l'outil de production, il y a de la perte d'information, du manque de déversement qui va obliger à faire des cadrages supplémentaires, etc., et de la perte de temps. Donc il ne faut pas se tromper sur ça. Nous, on ne s'est pas trop posé la question, on a demandé à l'ensemble de notre portefeuille s'ils acceptaient de travailler sur ce PDP-là, la plateforme agréée Penny Lane. On a rassemblé une majorité de signatures de mandat en ce sens, et ça va faciliter la tâche à tout le monde.
C'est intéressant, parce que je pense que beaucoup de gens se posent la question actuellement, et moi le premier, tu vois, on en a parlé juste avant, si je vais choisir Conto, si je choisir mon expert comptable, et si je dois utiliser un outil, et parce qu'en fait, alors on sort un peu de ton parcours, mais c'est vrai que moi l'impression que j'ai avec cet élément, alors qu'en fait c'est pas vraiment ça, mais j'ai un peu l'impression que avec cette obligation de passer et de choisir un prestataire pour sa facturation électronique, il sclérose un peu le marché, parce que j'ai l'impression que du coup on va être bloqué avec la personne qu'on a choisie. Alors, il faut vraiment le voir comme on fait souvent le parallèle avec les opérateurs téléphoniques. En fait, au début, c'était compliqué de changer d'opérateur. Au début, enfin, il y a quelques années, moi je ne suis pas si vieux. Mais à un moment, pour des raisons de protection des consommateurs et de flexibilité, en 1 heure, on peut changer d'opérateur. Bien sûr. Et ça sera un peu la tendance avec Au départ, ces ça histoires risque de d'être plateforme. compliqué. Puis, La première année ou les 2 premières années, une fois qu'on a fait le choix, on n'a pas forcément envie de changer. Mais rapidement, on va se rendre compte que si on a fait le mauvais choix, en tout cas celui qui ne correspond pas à notre organisation, on fait l'effort de déploiement et on change d'opérateur, de plateforme. Okay. Et là, on est bien. Moi, mon message aux entrepreneurs et surtout même à la profession, donc aux experts comptables, c'est surtout de s'y mettre. Il y a encore beaucoup de confrères qui au-delà du choix du PDB, etc., qui n'ont pas encore réfléchi à l'organisation à mener pour cette facturation électronique. C'est un enjeu important. Il y a plusieurs enjeux en cours chez la profession. Il y a l'IA qui est en train de bouleverser la profession. Il y a la facture électronique qui arrive. Il y a plein d'autres choses. Le recrutement dans nos métiers est en plein chantier également, mais en lien avec ces 2 éléments-là. Dans l'audit, j'en parle pas. Il y a encore beaucoup plus de bouleversements, mais j'y viendrai quand on sera sur le volet audit. Mais en tout cas, sur la partie expertise, ce que je recommande, et ça fera le mot de la fin sur le volet expertise, c'est évidemment de prendre de l'avance. Là, on est en septembre 25, donc on est à 1 an de la mise en place quasi totale de la facturation électronique. Il faut que les confrères en parlent avec leurs clients et qu'ils réfléchissent à la mise en place de l'organisation cible et qu'ils la testent. Il ne faut pas attendre septembre 26 pour commencer les tests, il faut tester dès maintenant. La plupart des éditeurs sont prêts aujourd'hui à émettre et recevoir des factures X. Donc il faut tester tout ça, commencer à réfléchir au reporting qui est dédié. Et voilà, surtout ne pas laisser à la dernière minute parce que... Bien sûr. C'est comme ça qu'on va perdre, qui risque de perdre beaucoup de clients sur le fait de ne pas avoir été à même... Enfin, forcément, nous on se pose la question parce que n'importe quelle banque pro en parle H24, on reçoit des tonnes de communication. Donc si notre expert comptable ne vient pas vers nous en se disant il se passe quelque chose, c'est à moi justement de jouer et de vous accompagner, il y a de fortes chances qu'il y ait du churn qui y ait du churn et même qu'il y ait de la perte de temps. Et pour toute la frange de la profession qui a peur de perdre des honoraires ou autre, on n'est pas trop sûr des impacts qu'il va y avoir. Oui, il y a même sûr. des gens qui disent que en fait, ça se trouve, il y aura plus d'honoraires avec ça parce qu'il y aura plus de cadrage, etc. Donc il faudra bien facturer des choses. On n'en sait rien, on verra bien au cas par cas. Je pense que les cabinets ne fonctionnent pas tous de la même manière. Ce qui est sûr, c'est que ça va nous permettre de faire des choses plus intéressantes. Tous ces volets de digitalisation, IA, etc., nous permettent de libérer du temps de collaborateurs pour faire des choses à plus haute valeur ajoutée, et tant mieux, c'est le sens de notre engagement vers l'entrepreneuriat. Et c'est aussi pour ça que sur le volet audit, du coup, nous, au cabinet, on a choisi de déployer une partie de notre temps pour développer un outil d'IA. Attends, avant d'arriver là-dedans, parce que là, tu m'as parlé justement de tout le développement du cabinet. Aujourd'hui, votre structure, vous êtes combien quel type de boîte vous accompagnez, quelles sont un peu les ambitions sur la partie cabinet d'experts comptables avant de rentrer dans le... Alors c'est ultra simple. Aujourd'hui, on est une vingtaine, avec l'ambition d'arriver à une cinquantaine d'ici 2030, mais pourquoi pas avant, si notre vision est bien mise en place. On a déjà recouru à une petite acquisition de clientèle pour tester. Okay. Et donc, comme on est tous les trois aux alentours de 35 ans, on a cette vision long terme qui nous permet de grossir aussi par croissance externe. Vous avez racheté un cabinet ou vous avez racheté une clientèle ? Une clientèle. Okay. Mais alors, l'idée, c'est simplement de se dire, tout projet qu'on envisage, il faut pouvoir le maîtriser pour qu'il soit réussi, dans le respect de la qualité qu'on est capable de donner à nos clients. C'est le leitmotiv. Alors pour faire ça, il y a une double organisation en interne qui est magistrale, sur laquelle on ne change pas. Une infrastructure technologique qui est extrêmement claire. On
parlait de Penny Lane, il y a d'autres outils, Fintesis et d'autres. Enfin bref, un ensemble, un environnement informatique qui permet d'avoir une organisation qui soit adéquate pour les besoins de nos clients et une organisation humaine, parce que les outils seuls, évidemment, heureusement d'ailleurs, ne font rien, qui permettent une pleine satisfaction. Notre promesse à nos clients, depuis le début du cabinet jusqu'à aujourd'hui, c'est que tous leurs états de reporting soient à jour chaque semaine. Autrement dit, un client, qu'il ait ou pas un besoin de reporting, faire des fonds d'investissement, quelle que soit sa taille, etc., s'il a envie d'avoir des comptes à jour toutes les semaines pour avoir de la prise de décision facilitée, j'ai besoin d'investir sur une voiture, est-ce que je dois recruter, est-ce que je peux recruter, est-ce que j'ai besoin de financer, est-ce que j'ai besoin d'accélérer sur le chiffre d'affaires, est-ce que j'ai besoin de changer mes chiffres, ma marge, etc. En ayant la donnée comptable qui est la base de la prise de décision à jour, c'est quand même plus simple. Pour ça, on a pour chaque client un collaborateur qui est en charge, qui est plutôt jeune, parce que c'est presque de la revue de ce que fait l'outil en termes de saisie, pour que toute la partie, j'allais dire, de transactionnelle soit bien vérifiée. Ensuite, pour la partie déclarative mensuelle, qu'elle soit sociale ou fiscale, on a une strate au-dessus, donc quelqu'un qui va revoir dans l'ensemble les dossiers, qui va s'occuper de la relation au quotidien avec le client. Et encore au-dessus, on a un manager qui va être plus là à faire le lien entre les associés, les clients et les équipes pour que l'aspect qualitatif, donc connaissances notamment fiscales, juridiques, soit là. Okay. Et donc cette organisation entre une équipe claire dédiée pour chaque équipe et une organisation logicielle maîtrisée fait qu'on est jusqu'à aujourd'hui capable de tenir notre promesse. On le fait parce qu'on ne va pas plus vite que la musique, encore une fois. Ok. Et donc concrètement, un client va passer par des process qui sont assez précis, un onboarding, vous connectez tous vos outils, vous connectez l'intégralité, il y a une revue qui est faite par peut-être un profil plus junior pour s'assurer que les chiffres sont bons et que le reporting qui tombe est exact. Il y a quelqu'un de plus senior qui va diguer pour essayer d'apporter un peu de conseils, si je comprends bien. Exactement. Et si le client a des questions, l'idée c'est qu'il puisse soit se positionner sur cette personne qui est un peu plus senior, soit peut-être encore quelqu'un au-dessus pour aller peut-être proposer, je ne sais pas si j'imagine que vous proposez de fait peut-être des plans de développement. C'est exactement l'idée. Je rajouterais une chose, c'est que ça fait partie de notre promesse pour satisfaire les clients, parce que c'est souvent un pain qu'on a identifié en lançant le cabinet. On s'engage à répondre à leurs demandes, que ce soit des mails, des appels téléphoniques, des SMS, des WhatsApp. On nous contacte par Slack s'il le faut, ça dépend en 24 heures. Soit on est capable d'apporter une réponse et on répond dans les 24 heures, soit il nous faut du temps pour produire de l'information et on s'engage en répondant aux messages sur un délai pour répondre. Vous n'avez pas mis une espèce de bot, quelque chose qui permet de... On veut pas le faire parce qu'on préfère que ce soit nos collaborateurs qui s'engagent sur un délai de réponse et qui soit réactif. Il n'y a pas besoin d'automatiser ça. On a déjà automatisé l'ensemble. Non, mais je voulais pas dire d'avoir quelque chose qui répond automatiquement. Je parlais de plutôt avoir une plateforme qui centralise les échanges et comme ça vous pouvez plus facilement, parce que j'imagine le WhatsApp, le mail, etc. Ça peut toujours être une galère, mais ça se fait bien comme ça. Exactement, ça se fait bien comme ça. Il y a des clients qui veulent garder leur mode de communication. Et puis pour les échanges plus opérationnels, on le fait sur les outils directement. Ok, très clair. Donc, cabinet bien ficelé, vous prenez le temps de vous développer, vous envisagez de faire peut-être des rachats de clientèle successifs, mais gérés avant de peut-être passer au suivant. J'imagine que c'est un peu la dynamique que vous envisagez. Et pourquoi pas, j'imagine, de la croissance interne avec tout simplement l'acquise que vous faites et le plan de développement que vous êtes en train de mettre en place pour faire grossir de manière organique le cabinet. Objectif, une cinquantaine en 2030. Vous arrivez, parce que vous restez une structure à la fois relativement, je dirais, grande, ça c'est pas tout petit, un cabinet de 20 personnes. Vous arrivez quand même à trouver le temps de développer un outil grâce au process Alors, en fait, c'est au-delà des process. Nous, depuis qu'on a créé le cabinet, on s'est extrêmement bien réparti les tâches. C'est l'un des secrets de la réussite, je pense, mais de tout projet entrepreneurial, pas que d'un cabinet. C'est que les associés, ou d'ailleurs même les équipes, aient une séparation claire des responsabilités de chacun. Donc chez nous, mes deux associés ont chacun des rôles très
très bien établie et autour de l'expertise comptable, juridique, sociale et fiscale. Alors moi, au sein du cabinet, j'ai un rôle je suis en charge du commissariat aux comptes, donc tout le volet audit. Sur la partie expertise, je ne donne que une vision stratégique et de développement. Et par contre, sur la partie commissariat, je suis en charge du pilotage. Sur cette partie commissariat aux comptes, donc nous avons un certain nombre de mandats dont il faut s'occuper au cabinet, et j'ai la chance effectivement d'avoir des équipes qui travaillent dessus et qui permettent d'avoir du temps. Et ce temps-là, je peux le déployer soit au service de la profession, soit au service du développement des mandats. Mais j'ai choisi, pour une raison simple, donc qui est en lien avec le fameux mémoire de l'IA dans l'audit, de créer ou développer le logiciel que j'aimerais bien avoir. Parce que je ne te cache pas qu'il y a 1 an à peu près, en ayant eu besoin de prendre un outil, parce qu'à partir de 10-15 mandats dans un cabinet, on se pose la question d'arrêter l'Excel et de prendre un logiciel d'audit. Eh bien, je me suis dit que 5 ou 6 ans après mes recherches, moi, sur l'IA, il y aurait forcément des outils sur le marché qui font... Qui répondra à tes besoins. Ouais, qui font ce dont on rêve, c'est-à-dire mettre de l'IA partout pour automatiser tout ce qui peut l'être. Et voilà, finalement, que l'équipe du commissaire aux comptes fasse uniquement les choses que l'humain est obligé de faire. Ben, j'ai eu beau chercher, j'ai rien trouvé. Et je me suis dit, c'est quand même dommage, ce serait pas mal de le créer. Et c'est là que j'ai rencontré 2 personnes, Michel et Jean-Charles. Donc Jean-Charles est docteur en IA. Il a fait une thèse en 2017 sur l'IA. Et Michel a un profil entrepreneur, 15 ans dans la tech, etc. Et eux commençaient à réfléchir, voire même à développer un outil qui ressemble à un outil d'audit en y mettant de l'IA. Alors, ce n'était pas vraiment de l'audit parce qu'ils ne sont pas du métier, mais ils ont essayé de se renseigner. Quand on s'est rencontrés, ils m'ont proposé de parler de ce sujet-là, etc. Et je leur ai dit, alors si vous voulez, moi c'est un peu mon truc, l'IA dans l'audit. Donc si vous voulez, si ça vous intéresse, on oublie cette version que vous avez faite là pendant quelques mois. On travaille sur un nouveau truc. On s'associe tous les 3 et on essaie de faire, ils n'aiment pas trop quand je dis ça, mais le penny lane de l'audit. Okay. Mais Arthur, ça le fait marrer. Ça, c'est un truc de créateur. Ils ne veulent pas qu'on utilise un autre terme pour parler. Exactement. Mais l'idée, c'est de dire, penny lane ont réussi à faire le tout en un de la compta. Il faut qu'on arrive à faire un outil tout en un pour l'audit. Aujourd'hui, si un auditeur veut utiliser des logiciels, il va utiliser des logiciels normatifs, parce qu'il y a un certain nombre de normes d'exercice professionnel qui sont les ISA, pour suivre la mission. Ils vont utiliser des outils de productivité pour améliorer l'utilisation des OCR sur un Excel pour faire des cadrages. Ils vont utiliser Excel, ils vont utiliser des boîtes mail ou des drives ou autres pour des échanges de documents. Enfin bref, ils vont utiliser 5 ou 6 outils pour leur mission d'audit. C'est un peu ce qui se passait pour l'expertise. Ils vont utiliser un logiciel de gestion, une banque, un logiciel de production, un truc qui va ramasser des factures. 5 ou 6 outils, Penny Lane a dit on centralise tout. Et ils l'ont fait un peu avant l'avènement réel de l'IA. Nous, on a la chance de se lancer à un moment où il faut tout centraliser, mais en plus, où les LLM sont capables de faire des choses extrêmement intéressantes. Et donc, on s'est mis d'accord en janvier 2025, donc il y a 8 mois maintenant, pour refaire quelque chose from scratch. Et force est de constater que ça marche très bien, dans la mesure où finalement la promesse de l'IA est tenue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on apprend bien à l'outil à faire un process d'auditeur, il va non seulement le faire très bien, comme un auditeur, mais il va même parfois le faire mieux qu'un auditeur, parce qu'un auditeur, ça reste un humain, donc il peut faire des choses, mais pas exactement comme il faudrait les faire. Alors qu'une machine si on lui dit exactement quoi faire, elle ne peut pas faire autre chose. Alors, si on revient sur l'aspect startup, je pense que l'environnement des startups n'est pas forcément très maîtrisé, même je pense par l'auditoire, mais en gros, il y a certains incubateurs en France qui sont spécialisés dans certaines choses. À mon sens, l'un des meilleurs pour la tech en France, c'est Agoranov. Et on a eu la chance donc d'être pris. On commence là en septembre l'accompagnement chez Agoranov. Il y a dans l'environnement startup aussi Wilco. Wilco qui est un accélérateur. Pareil, on a eu la chance aussi d'être intégré à Wilco. Les incubés, du coup, c'est le terme.
Voilà, on est incubé par Agoranov et accéléré par Wilco. Et ça va nous donner à la fois l'accompagnement nécessaire et la légitimité pour aller déployer tout ce qu'on a envie de faire. C'est parce que là, aujourd'hui, vous avez une forme de POC, une espèce de MVP qui permet de montrer à des personnes ou de déployer. Alors, je ne me rends pas compte parce que je ne connais pas assez le métier d'auditeur, mais j'ai l'impression que toutes les boîtes doivent auditer de manière différente, doivent être auditées d'une certaine manière. Et en fait, j'ai du mal à imaginer, parce que c'est vrai que beaucoup de boîtes essayent de placer de l'IA partout. Et en fait, en réalité, parfois, c'est pas forcément. J'ai du mal à imaginer et à comprendre en quoi l'IA, ici, il faudrait que je vois un peu le logiciel, mais comment il fluidifie les process. Est-ce que on commence à parler de la boîte et on donne un max d'infos et en fait, c'est lui qui fait? Ou est-ce que vous lui donnez de l'info, vous lui donnez je sais pas, c'est connecté à Penny Lane ou je ne sais quoi, enfin, vous lui donnez, je sais pas, des Excel, etc. Et lui va auditer les choses. Comment ça se matérialise? Alors, pour te répondre, je vais remonter au contexte. Les jeunes qui sortent d'école aujourd'hui, la nouvelle génération, qui ont 25 ans, etc., ils sont biberonnés au fameux chat GPT, au OpenAI, et ils vont commettre des choses pas très cool. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas spécialement envie que tes comptes soient mis à la disposition des Américains, etc. Et donc, quand on va mettre nos données comptables sur un chat GPT pour répondre, non seulement il y a de la fuite de données, mais en plus, ce que sort l'outil comme ça, juste avec un prompt, est souvent faux. Bon. Souvent, même je dirais 25 à un tiers des fois, 25% à un tiers des fois, c'est faux. Ou en tout cas, il y a des erreurs. Or, dans notre métier, en particulier dans l'audit, on n'a pas le droit. C'est le principe de l'audit. Il faut au contraire que tout ce qui sort soit bon. Et donc, comment faire ? Il faut créer des agents presque spécialisés pour chaque tâche. Et en fait, l'auditeur, dans sa mission, il va effectuer je sais pas, entre 200 et 400 tâches pour mener à bien sa mission de commissariat aux comptes. Et l'idée qu'on a, après dans les détails je vais y revenir, mais l'idée qu'on a, c'est de dire chaque tâche, on va créer un agent. Alors ça peut paraître simple comme ça, mais il y a pas mal de complexité. Et l'agent, il va faire la tâche qu'il doit faire. Après, il faut imbriquer tout ça, mettre en lien, parce que la complexité de l'audit, je le définis souvent, l'audit financier, comme étant un ensemble complexe de tâches simples. Donc la difficulté métier pour nous, c'est de faire communiquer entre elles les tâches simples, même si c'est complexe. Et ça, c'est même pas de l'IA. Là, c'est un travail d'adéquation, de développement, de développeur avec le métier. Parce que le reste, l'IA, une fois qu'on lui dit exactement quoi faire et qu'on lui dit de ne pas faire de bêtises, donc c'est ce qu'on appelle dérisquer. Nous, on dérisque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas de risque d'erreur. Et concrètement, si je comprends bien, tu sais quoi, tu demandes une info au départ et elle passe par tout un process. Il y a plusieurs inputs. L'input majeur pour auditer des comptes, c'est le FAQ, le fichier des écritures comptables, ou le grand livre, peu importe, où on intègre un grand livre. Et dans le grand livre, il y a quand même énormément d'infos. Un FAQ, ça peut reprendre sur quel exercice on parle, quels sont nos clients, quels sont nos fournisseurs, quels sont nos salariés, quelle est notre masse salariale, tous les chiffres de la boîte, bon, évidemment, hein, c'est ce qui résume tous les chiffres. Et à partir de là, on peut déjà sortir un état. Alors là, c'est pas du POC, là, c'est du live. C'est ce qui nous permet d'avoir le MVP. On sort une revue analytique préliminaire. Une revue analytique préliminaire, c'est une bonne partie du travail de l'auditeur, d'analyse de l'auditeur, qui lui permet de déterminer les risques de sa mission. Et c'est une bonne étape pour aller constituer le plan de mission, comment faut travailler, etc. Pourquoi ? Parce qu'en analysant les comptes, là je vais un peu dans la technique, mais ça va peut-être intéresser certains auditeurs. C'est pareil de comprendre comment l'IA fonctionne. Comment ça fonctionne, c'est que pour faire une revue analytique, on fait appel à une trentaine d'agents. Chacun va faire des petites choses. Et au final, ça va sortir rédiger une trentaine de pages avec des tableaux et des rédactions d'analyse pour chaque tableau qu'un auditeur ferait en une journée. Et là, l'IA, elle est capable de le faire en une dizaine de minutes. Parce que les agents fonctionnent... alors, il y a un peu de parallélisme, mais ça prend quand même du temps. Mais le temps qu'ils communiquent entre eux... étape par étape. Voilà. Au bout de 5 minutes, on commence à sortir des revues analytiques. Et donc ça, c'est sur la base du FAQ. Et après, il y a plusieurs autres inputs. C'est-à-dire que... Je donne des exemples. Si sur le dossier qui est audité, il y a déjà un expert comptable, les travaux de l'expert comptable peuvent être un input. Les inputs, c'est un ensemble de données qui peuvent être structurées ou pas structurées. Alors c'est plus facile si c'est structuré comme un FAQ, mais si ça l'est pas, c'est pas grave, c'est notre travail de les structurer.
il faut bien les stocker, donc dans des tables, il faut mettre dans de la bonne architecture. Ça, c'est le travail de Jean-Charles, ça ne me regarde pas. Et il faut, une fois qu'elles sont bien classées, ces données, les taguer, c'est le terme qui est utilisé par les développeurs, de manière à ce que les agents sachent comment les utiliser, où les mettre, quoi en faire. Exactement, quoi en faire en gros. Et donc c'est ça la complexité, c'est de savoir faire comme un auditeur qui est humain, qui réfléchit, comment utiliser la donnée de manière à ce qu'on ne manque pas d'infos et qu'une info qui serve pour une tâche particulière, si elle a une conséquence sur une autre tâche, même si on ne lui a pas dit, il faut qu'elle le détecte. Ça, c'est la difficulté pour nous, mais grâce à l'accélérateur et l'incubateur, on est en bonne voie pour réussir. L'objectif, donc, c'est que cet outil-là facilite quand même la vie des commissaires aux comptes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a beaucoup de CAC. Le métier se transforme et la profession passe par une phase de transformation majeure, beaucoup plus que l'expertise comptable. Il faut savoir que d'abord, les commissaires aux comptes, c'est la profession la plus régulée de France. Beaucoup plus que les experts comptables, que les notaires, que les avocats, etc. Et donc, il y a une pression énorme sur eux. C'est très normé. Qui dit régulation, dit normé. Et donc, il faut un peu leur faciliter la vie. Or, plus c'est normé, moins ça attire les jeunes. Donc, aujourd'hui, les gens, soit ils veulent plus venir, soit quand ils sont là, ils restent 2 ans, ils partent. Et du coup, il y a un sujet de chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'une fois que tu n'as pas les équipes, non seulement tu as du mal à accepter des nouvelles missions, mais en plus, même ce que tu dois produire, il faut pouvoir le produire. Donc il faut apporter quand même un outil qui te fasse gagner du temps. Notre ambition, pour te donner une idée, c'est qu'à 2027, on arrive à réduire le temps de mission de 70 à 75%. Okay. Je te disais tout à l'heure, on a sorti une ERA en 5 minutes qui prenait un jour. Si on imagine un peu plein d'agents sur toutes les tâches, l'idée c'est d'arriver jusqu'à 70-75%. Alors ça prend du temps et il faut dérisquer tout ça, c'est pour ça que ça prend du temps, mais si on est sérieux, on devrait y arriver. Et donc l'idée c'est vraiment de venir donner un peu de réassurance aux commissaires aux comptes. Les équipes seront moins stressées et travailleront dans un environnement plus sympa. Ça fera peut-être d'ailleurs revenir certains qui se sont détournés de l'audit. Et c'est un peu notre défi, notre pari. Et là, dit comme ça, qu'est-ce qu'il leur reste en fait après, une fois que tu as justement... là, je ne connais pas assez le métier, il faudrait que je devienne auditeur pendant quelques semaines pour comprendre concrètement, mais à la fin, qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Alors, de toute façon, si on est à 70-75% d'automatisation, c'est bien que tout le reste n'est pas automatisable. Tout ce qui est purement humain. Il y a tout le jugement professionnel qui est une obligation normative d'un audit qui ne pourra pas et ne sera de toute façon jamais remplacé. Donc c'est des formes d'interview qualitatives. Alors, il y a les échanges avec le client qui ne doivent pas être remplacés par la machine parce que ça n'a pas de sens. Et que à la fois les commissaires aux comptes et les clients tiennent à garder ces échanges-là, même s'ils sont conscients qu'il y a technologiquement de quoi faire pour les remplacer. Mais ils ne veulent pas. C'est-à-dire que ça ne changera pas demain. Pas de sitôt et j'espère jamais. Donc tout ce temps d'échange qui est la partie la plus enrichissante du métier, c'est là qu'on détecte le plus de soucis et qu'on apporte le plus de valeur ajoutée, qui ne seront jamais publiés. Mais quand je parle de jugement professionnel, c'est vraiment là où, au-delà de l'échange, il y a de la réflexion humaine avec du jugement, avec de la sensibilité, avec du cas par cas qui ne peut pas être tranché par une machine. C'est-à-dire que la machine peut proposer une idée, mais de toute façon, le commissaire aux comptes, en expliquant sa vision, dira que dans ce contexte, c'est comme ça que ça doit être et c'est pas à la machine de proposer. Un exemple très simple, c'est les estimés comptables. Quand il y a une provision à passer ou savoir si un business plan est tenable ou pas, il y a beaucoup de jugements qui ne sont par définition pas délégables. Donc c'est en estimant cet ensemble de choses qu'on ne peut pas automatiser qu'on arrive à 25 à 30% des éléments qui seront Et qu'est-ce que tu as besoin pour développer cette activité ? Outre un accompagnement, et j'imagine que l'incubateur va vous aider à structurer les choses, j'imagine que l'accélérateur va vous dire il faut sortir, il faut vendre, plus vous vendez, plus vous valez de l'argent, plus vous intéressez des investisseurs, plus vous pouvez lever des fonds, plus vous pouvez produire, etc. Qu'est-ce que tu as besoin, toi, aujourd'hui ? Est-ce que tu as besoin d'une plus grosse équipe ? Est-ce que vous comptez lever des fonds ? Est-ce que vous comptez faire, comme tu fais avec ton cabinet d'expertise comptable, étape par étape ? J'imagine que vous n'êtes pas les seuls à produire peut-être ce type d'outil. Quand quelqu'un a une idée, souvent, d'autres l'ont. Peut-être que ça urge plus. Qu'est-ce que tu prévois là ? Alors, c'est clair que c'est une course contre la montre.
parce que à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas si on a des concurrents aux États-Unis, en Inde ou en Chine, mais il y en a probablement qui y pensent. Ceci dit, les concurrents qu'on a identifiés pour l'instant ne sont pas sur la même démarche. Ils sont sur des choses beaucoup plus spécialisées et pas sur l'ensemble d'une mission. Quoi. Comment ? Limite des gros qui auraient voulu un outil en interne ou des Oui, en interne. Alors, ils n'ont pas l'ambition de le vendre, donc ils ne l'ont jamais fait, ils ne le feront jamais, je pense. Mais par contre, des startups qui veulent adresser un côté du métier, et surtout la productivité, c'est surtout ce qui les intéresse, il y en a. Nous, le volet du tout en un, pour l'instant, je n'ai pas vu quelqu'un qui l'ait lancé. Maintenant, ça arrivera sûrement un jour, et puis c'est sain d'avoir de la concurrence. Mais c'est en ça que c'est une course contre la montre. Et puis même, c'est d'un point de vue trésorerie et développement, la course contre la montre veut que, comme les audits se font généralement en grande partie entre février et avril-mai, qu'on soit vraiment prêt à être bien vendu à partir de décembre-janvier pour que le process de vente soit finalisé pour janvier-février. Okay. Donc ce dont on a besoin, on est en train de constituer un premier groupe de travail avec des cabinets de taille intermédiaire ou des espèces de bêta-testeurs qui sont bêta-testeurs, mais plus que ça, qui sont qui donnent aussi, contribuent, parce que moi j'ai ma vision de cabinet à moi, mais j'ai besoin de confronter avec d'autres cabinets qui sont plus ou moins reconnus sur la place, et puis un peu partout en France, de manière à construire une vision qui ne soit pas la mienne, mais qui soit celle de plusieurs confrères, et qui soit en adéquation avec une vision d'ensemble de la profession. Le plus dur, c'est de se mettre d'accord, mais les premières réunions se passent bien, et l'idée, c'est de sortir un logiciel, un outil qui correspond aux besoins réels de ce qu'ils veulent faire et de leurs attentes. Donc ça c'est bien entamé. Tu le disais tout à l'heure, le MVP, il faut qu'on le sorte rapidement pour que cette fameuse V1 soit bien prête pour décembre à janvier. Et après, je pense que plus on aura de cabinets utilisateurs, plus on aura de retours pour pouvoir améliorer. Toi, tu envisages une forme de bouche à oreille assez implicite qui va se mettre en place après utilisation, ou tu prévois un gros coup marketing à partir de décembre, janvier, en disant il n'y aura pas de la place pour tout le monde et on ne sera pas capable de prendre tout le monde, foncez quoi. La spécificité de cette profession, encore plus les commissaires aux comptes que les experts comptables, c'est qu'ils se parlent beaucoup. Ils se parlent beaucoup. J'étais récemment à l'Assemblée Générale de la Compagnie de Versailles, régionale de Versailles. On a passé la journée à échanger, et parmi les sujets, il y a ces sujets d'outils à la disposition de la profession. Et dès que des cabinets, notamment les cabinets les mieux référencés de la place, ont une satisfaction par rapport à quelque chose, généralement ça se sait assez vite. Ouais. On est 11 500 confrères en France. Une bonne partie en plus des mandats sont détenus par des Big Four qui ne sont pas notre cible. Donc tout le reste, ça fait des confrères qui se connaissent assez bien et qui échangent beaucoup. Alors c'est vrai pour la France, mais c'est vrai aussi pour notre déploiement à l'international, parce que la chance qu'on a sur l'audit, contrairement à l'expertise comptable, c'est pour ça qu'un outil comme Pedinane, par exemple, aujourd'hui, qui a 5 ans, est en train de réfléchir à un autre pays, etc. Nous, c'est day one, parce que l'audit, c'est un métier qui est quasiment, parce que ça change un peu quand même, mais quasiment identique partout. Alors, ce qui change, c'est les lois, les règlements, etc. Mais l'audit en lui-même, la démarche est la même. Donc, à partir du moment où ça marche en France, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas en Espagne, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, que sais-je. Génial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre ambition, nous, c'est que dès que la V1 a fait ses preuves en France, on aura la réflexion stratégique. Est-ce qu'il faut passer une V2, accélérer dessus, etc., pour qu'en France, ça continue à grossir, ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà réfléchir à un déploiement à l'international ? Comment ça s'organise en équipe ? Tous ces éléments, on les verra peut-être au prochain podcast. Ouais, et puis dans 2 ans, là, parce qu'à 2027, il y a des ambitions qui sont importantes. Ça arrive très Génial. vite. Et comment, pour ceux que ça intéresse, que ce soit pourquoi pas, parce que les process que tu as expliqué au départ sont alléchants, et je pense que tu as plein de collaborateurs qui cherchent des boutiques où les choses sont cadrées, on sait où on va, et ça permet souvent de se sentir mieux dans son taf et même de pouvoir proposer des choses. Enfin, bref, on sent qu'il y a une qualité de service qui est au centre, et donc souvent ça donne envie à d'autres de rejoindre. Comment on peut
je sais pas moi, essayer de rejoindre la structure, comment on te contacte et comment on peut, si on est plutôt intéressé par le produit, prendre contact avec toi et commencer à avoir des premiers échanges. Alors, il y a les 2 sites internet. Pour le cabinet, c'est www.treepartners.eu, partners.eu. Simple, on est évidemment présent sur LinkedIn et nos mails sont disponibles. Ouais. Le téléphone aussi. Et puis pour l'outil, pour Skelter, il y a aussi le site internet de Skelter. Et après, que ce soit Michel, Jean-Charles ou moi, on est aussi évidemment joignable sur LinkedIn ou mail ou téléphone. Trop bien. Eh bien, écoute, magnifique podcast. Merci beaucoup, Oli, pour ce partage. Plein de choses. Donc, franchement, c'est sympa d'avoir des profils aussi un peu plus tech que d'habitude et aussi centrés. Enfin, on sent en fait un profond sérieux et limite un amour du process lorsque tu nous partages tes différents projets. Donc, franchement, c'est beau à voir. N'hésitez pas à le contacter de fait pour rejoindre la structure ou en savoir plus sur les projets. On se refait ça dans 2 ans pour voir ce qu'il en est de Skelter, à quel point ça a poussé. Et puis, moi, je ne me rends pas compte à quel point ça va changer vos vies, mais j'imagine que ça va être le cas. Et pour le coup, moi, j'ai la même hype sur les sites internet, sur le volet SEO, etc., sur tous les outils qu'on utilise. Et donc, c'est beau. Je sais que produire un SaaS, c'est pas facile. Ça n'a rien à voir avec du service. C'est une autre manière de développer, mais c'est passionnant, je pense. Donc, tu vas bien t'amuser. Absolument. Je te souhaite que du bonheur là-dessus. Merci beaucoup, Louis, pour tout cet échange et pour ton accueil. Et j'espère à bientôt. Et à très vite. Merci à toi. Merci.